Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Odile Lefranc. Bonsoir Odile. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Alors je vous reçois ce soir pour ce premier roman qui s'appelle Le lac au miroir, qui est paru aux éditions Viviane Ami. Avant qu'on discute toutes les deux de ce merveilleux roman, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et Frédéric, ce se fera un plaisir de venir vous les poser à la fin de notre entretien. Alors comment ça va Odile? Premier Ah roman, bah, première rentrée littéraire de janvier, comment ça se passe? Tout va bien? bah, ça se passe très bien. Je dois dire que c'est une expérience formidable de publier un premier roman. Et puis j'ai vraiment un soutien aussi de ma maison d'édition. Je suis très heureuse d'être avec vous Nathalie ce soir pour en parler. C'est une chance. Je vais le montrer à l'écran pour qu'on le voit mieux, parce que moi j'ai des petits reflets et en plus j'ai les épreuves. Mais le voilà, ce lac au miroir avec un titre un peu mystérieux, avec un sublime visuel. Je crois que c'est votre éditrice qui a trouvé le visuel, mais il est très très Oui, beau. Donc oui, d'ailleurs, les couvertures de chez Viviane Ami sont toujours très très belles, je tiens à le signaler. Donc voilà. Est-ce que vous n'allez pas couper à l'exercice que je demande à tous les auteurs? oui. Je veux juste dire que vous nous emmenez en voyage. Un voyage qui est un peu particulier parce que nos émotions vont être bousculées. C'est tout ce que je vais dire. Et je vais vous laisser en 1 minute raconter, mettre le contexte parce qu'il y a des choses qu'on ne dévoilera pas puisqu'il faut lire ce premier roman. Mais Odile, je vous laisse présenter votre texte. Merci Nathalie. Donc, le lac au miroir, c'est une femme, c'est un tableau perdu, c'est une quête entre Paris, Dresde et Bali. Donc, c'est le voyage d'une femme vers ses origines qui veut lever le voile sur les secrets de sa mère, Magda, est décédée. Et puis, c'est aussi un tableau perdu qui s'appelle Le lac au miroir, qui a été peint par Walter Spies, un peintre allemand qui a vécu à Bali. C'est donc un voyage à travers le XXe siècle, à travers aussi le monde de l'art. Et puis, pour mon héroïne, c'est un voyage qui l'amène vers elle-même. Voilà ce que je peux dire sur le lac au miroir. Alors là, j'ai mis à l'écran Walter Spitz. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Spitz. Spitz, j'arrive pas à le prononcer. Bon, vous le prononcerez mieux que moi. Donc, c'est un peintre allemand et photographe aussi. Il fait des photos. Donc, le voilà, Oui, il est à l'écran. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est l'amorce de ce texte parce qu'on a tout de suite euh, le ton. Revoir ma mère, je n'y pensais même plus. Donc là, on se dit, oulala, que va-t-il se passer dans ce roman? Et puis après, on part, ça déroule. Alors, comme vous l'avez dit, Bali, Paris, Dresde. Une épopée qu'on n'aurait jamais imaginée. Moi, j'ai oui, envie de dire aussi, dessous ces trois villes, il y a l'art, la famille, hein, on peut dire ça? On peut dire comme oui. ça. Et l'histoire. L'histoire avec un grand H. Et encore Oui, dessous, j'ai envie de dire, il y a la fascination, la spoliation et la réparation. C'est ce que j'avais noté dans mes notes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? oui, je suis complètement d'accord avec vous, Nathalie. Effectivement, c'est construit avec ces 6 dimensions qui traversent le roman. Oui, Alors, il y a 5 parties dans ce roman. On voyage beaucoup, surtout au début, puisque vous oui. vous amenez à Bali. Mais comment avez-vous rencontré ce peintre allemand? Pourquoi il est venu à vous? Comment? Et pourquoi avoir envie d'écrire une histoire autour de lui? Est-ce que vous aussi, vous avez été fasciné par ce peintre? Oui, alors en fait, ce peintre, il est venu en plusieurs temps. D'abord, quand je suis allée à Bali, j'ai découvert ses œuvres à Ubud, au musée Arma. Il y a quelques tableaux qui sont exposés. C'est une œuvre très dispersée. Donc, j'ai été fascinée par ces paysages qui sont des paysages inspirés aussi et qui s'inscrivent dans la lignée du douanier Rousseau, mais qui ont aussi toute leur singularité asiatique par la culture. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à écrire mon roman, je ne pensais pas tout de suite à Walter Spies. Il est venu petit à petit parce que je me disais, ah, ce serait bien qu'il y ait un artiste qui ait vécu à Bali. Et puis, il m'est revenu en mémoire ces tableaux magnifiques que vous pouvez voir avec toutes ces lumières. Et ensuite, si vous voulez, mon roman s'est écrit aussi avec Walter Spies parce que j'ai marché sur ses traces. Quand on découvre sa vie extraordinaire, on voit qu'il est allé vivre à Dresde, sa famille était aussi à Dresde, et j'avais besoin que l'artiste soit passé par Dresde parce que On va, on va en parler. On va pas tout ouais, dévoiler. Donc, votre héroïne, qui parle à la première personne d'ailleurs, c'est oui, Anna Stinger. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Sa mère, donc Magda, est décédée. Donc ça, oui, donc Walter, ce sont les 3 personnages principaux. Et puis, il va y avoir oui, des personnages
dits secondaires, mais qui ne sont pas si secondaires que ça. Et vous nous emmenez dans une quête identitaire à travers bon, Bali le pays, Paris, pour le bien nommer, et après Dresde. C'est pas Oui. banal. Là, j'ai envie de dire, on n'a jamais vu ça. C'est pas la première. Donc cette épopée, elle est à la fois dure, mais vous avez une écriture très poétique. Alors je sais que vous venez du théâtre. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, parce que vous avez écrit pour le théâtre, Oui. voilà, Oui. qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la forme romanesque? Alors c'est un long parcours, Nathalie, en fait, hein, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on est sur de la poésie. La poésie, c'est un peu l'élixir, on est dans l'instant présent. Après, j'ai eu envie que cette poésie soit dite, donc je suis passée au théâtre. Et puis, la forme romanesque, c'est aussi une forme qui permet de donner plus de descriptions. On sort de la forme dialoguée, on a une ouverture sur l'épopée, justement. Et on peut s'autoriser, en fait, cette ouverture sur le rêve. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de passer de la forme théâtrale avec une sorte de quête obsessionnelle d'unité de temps, de lieu, d'action, à un roman qui embrasse finalement la dimension épique que je ne pouvais pas développer dans le théâtre. Et quelle est la place de l'art dans votre vie? Parce que l'art est très présent dans le roman, à différents Ouais. niveaux. Donc, par Walter qui est un peu plus poétique, plus sympa. Et puis on le verra après, puisqu'il y a une question de spoliation et de réparation avec des Oui. œuvres d'art, avec des objets. Quelle est la place de l'art dans votre vie? Bah, l'art, en fait, pour moi, c'est central. Je pense que l'art, c'est l'absolu, c'est un peu ce qui nous permet d'exprimer notre liberté, notre spécificité humaine. C'est le lieu de la création. C'est là où finalement la vie peut être vécue de manière plus importante. Et c'est vrai que c'est par l'art que quelque part j'ai pu traverser des épreuves, parce qu'en fait en voyant des œuvres d'artistes, que ce soit des peintres, la musique ou encore le théâtre ou même l'écriture, surtout quand on lit du Victor Hugo, on a parfois des réponses à des questions existentielles qu'on ne peut pas trouver par soi-même. Et voilà. Alors, on va replonger un peu dans le début. Donc, Anna apprend que sa mère est morte. Donc, elle va Oui, revenir. Déjà, elle avait quitté sa mère après son bac. Elle est partie oui, vivre en Australie. C'est tout ce que je vais vous ouais. dire. Après, chers amis lecteurs, il faudra aller en librairie pour avoir vraiment les détails. Et donc, elle va être obligée de revenir. Donc, elle va faire ce voyage. Tout à l'heure, j'ai employé le mot fascination. Parce que la Oui, mère de Anna avait aussi une fascination pour ce peintre, Walter Spitz. Donc, comme s'il y avait une transmission. oui, Il y a aussi la question de filiation, la relation mère-fille dans votre roman. Alors, oui. c'est dur, mais il y a aussi beaucoup d'amour quand même. Je voudrais dire à nos amis lecteurs que ce n'est pas plombant du tout. Il y a ce fil rouge de l'amour, c'est assez lumineux parce qu'il justement il y a tous ces tableaux, puis il y a Bali, l'ambiance de Bali. Moi, je voudrais savoir ces personnages, notamment les personnages secondaires. Donc, il y a une néerlandaise qui, pour moi, le twist de ce livre, parce qu'elle apporte une respiration. Hein. Est-ce qu'ils vous ont embêté? Est-ce que vous les avez maîtrisés de bout en bout? Comment ça s'est passé avec eux? Ah bah avec les personnages secondaires, on se laisse toujours surprendre parce qu'au départ, on ne voit que les personnages principaux et puis eux, ils viennent vous titiller et ils sont un peu j'allais dire, des respirations dans la tension du livre. Et donc, bah, je les ai découverts petit à petit aussi. D'accord, c'est vrai que je les crée à la base, mais ils s'invitent aussi dans un roman. Et c'est vrai qu'un personnage comme Jyoti, qui est très animé, qui est libéré, elle décoince un peu l'héroïne, elle vient la titiller dans son désir, et elle représente aussi une mère libératrice, j'allais dire. C'est un peu l'ami qui va lui dire, allez, vas-y, profite de la vie, t'en as qu'une. Alors, c'est vrai qu'il y a des retours en enfance aussi. Ça a été facile de se mettre justement dans la peau de ce personnage de Hannah et de faire comme si, après, je ne pense pas que ce soit autobiographique, hein, que ce soit Oui. clair. Est-ce que c'est Ouais. compliqué de se mettre dans la tête d'une jeune femme qui a été en conflit avec sa mère, qui est partie, et qui revient dans l'enfance et qui apprend des choses un peu atroces sur sa famille, tout Ouais. ça, de secrets de famille, de non-dit, peut-être de déni, je ne sais pas. C'est compliqué ça? Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'au départ, il faut essayer de construire une intimité avec ce personnage qui est un petit peu perdu au départ. Et puis, les flashbacks, quelque part, permettent de découvrir de manière un peu poétique et aussi par le rêve, finalement, son rapport avec sa mère. Et j'allais dire que la fiction, elle permet de s'autoriser peut-être ce qu'on ne peut pas vivre au quotidien. Et pour moi, c'était aussi l'exploration de sentiments nouveaux
Et ça n'a pas été compliqué pour moi, parce que les flashbacks, c'est quelque chose que je trouve, c'était dans l'écriture quelque chose qui était assez spontané. Et donc, ouais, c'était... non, c'est plutôt la découverte du passé de sa mère qui a été très dure à écrire. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les souvenirs reviennent avec le deuil. Quand les êtres chers disparaissent, euh, tant qu'ils sont encore là, on ne s'autorise pas les souvenirs heureux. Et là, parce que sa mère est morte, eh bien, elle peut faire remonter des souvenirs parfois douloureux, mais aussi des souvenirs qui la lient à sa mère à travers la question de l'art et des tableaux de Walter Spies. En revanche, découvrir le passé, ça, c'était douloureux parce que j'allais dire que moi, j'étais surprise en même temps qu'elle, parce que je menais l'enquête en même temps qu'elle. Et donc, voilà, la vérité, elle vous saute à la figure. C'est pas toujours évident. Alors, vous avez dit le mot, parce que tout à l'heure, je disais, donc c'est une quête identitaire qui devient une enquête. Et vous nous embarquez dans cette enquête et vous jouez un peu avec nous, lecteurs. Ça vous a amusé, parce qu'on sent quand même que vous nous menez en bateau, vous nous emmenez sur des pistes qui ne sont pas du tout celles qui au final, ça a été votre petit plaisir? Ben oui, il faut bien en prendre un petit peu. Hein. Il faut bien aussi se laisser surprendre le lecteur, ne pas tout lui dire, et se dire aussi que le lecteur, il est avec nous dans l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, il avance aussi avec ce qu'on lui donne et il se fait aussi sa propre histoire. Et parfois, je me disais peut-être que le lecteur, il en sait davantage que moi, et donc peut-être que j'ai pas à tout lui dire au lecteur. Ça, c'est pas faux. Voyez? Ça, c'est pas faux. Moi qui ai lu, je peux dire c'est pas faux ce que vous dites. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant même. Mais bon. Donc, moi, je voudrais revenir donc, à la période Dresde, parce que quand même, dans votre fiction a un support historique vrai. Donc, il y a un Oui, objet dans le livre qui est très important. On peut le dire, ça ne dévoilera rien. C'est un petit poudrier qui va mettre, oui. j'allais dire, le feu aux poudres, sans jeu de mots. Euh, et là, on va apprendre, pareil, un personnage secondaire, comment il s'appelle? Andreas, c'est ça, Andreas Müller, Oui, Andreas Müller, oui. qui va venir troubler nous, lecteurs, on va se dire, on va se dire, mais que se passe-t-il? Et en parallèle, il y a aussi un personnage qui s'appelle Fabrizio, qui a Oui, vécu avec la mère d'Anna. Et tout ouais. ça, là aussi, vous prenez un malin plaisir à nous embrouiller tout ça. On se dit, mon Dieu, tous ces liens. Mais finalement, c'est très maîtrisé. Et est-ce que c'est justement le fait d'avoir écrit des pièces de théâtre, avec des constructions de dramaturgie, peut-être, j'imagine, ça vous a aidé là-dessus, dans la construction? Oui, alors Nathalie, vous soulignez le point juste, c'est que j'ai toujours eu une obsession de la forme. C'est-à-dire que quand j'écrivais pour le théâtre, c'était de donner cette unité de lieu, d'action, cette forme très classique qui a atteint son apogée avec la tragédie racinienne. Et en fait, eh bien, dans le roman, c'était pareil. L'idée, c'était de trouver une forme. Mais du coup, j'ai beaucoup travaillé tout ce qui était technique de scénario, avec, vous savez, le voyage du héros en 12 étapes. Ensuite, le scénario en 22 étapes, notamment avec la masterclass John Truby, les révélations, l'adversaire, le conflit. Et je m'étais tellement mise dans ce mood de forme qu'à un moment donné, j'ai eu besoin aussi de tout faire exploser. Et ce roman, il est né aussi à un moment où j'ai commencé à lâcher tout ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je ne cessais de retravailler mes textes. Je ne cessais de les remettre euh, tous les jours sur le métier pour essayer de progresser dans ces formes. Et à un moment donné, je me disais, mais faut lâcher cette forme, je l'ai travaillée, c'est structuré, et l'écriture nous embarque ailleurs aussi. Est-ce que vous mettiez des interdits ou pas du tout avant? Et là, vous avez lâché, vous êtes dit, ça y est, c'est bon, je suis dans le roman, je suis dans une forme romanesque, ça, et je me lâche, et je mets plus ces barrières, j'arrête. Alors, effectivement, vous avez parlé des mots, l'importance des mots. Vous avez une Ouais, hier, et moi, il y a une phrase j'entendais les cliquetis des reproches. ouais. C'est tellement beau, je l'avais noté, parce que c'est quoi le cliquetis des reproches? Vous pouvez nous l'expliquer? Le cliquetis des reproches, c'est cette petite musique qui revient à des moments, cette petite musique culpabilisatrice, vous savez, des erreurs qu'on a pu faire et puis qui reste en sourdine. Et puis à un moment, la sourdine s'enlève, on entend bien la musique et après, hop, elle revient et c'est toujours là, c'est toujours en fond. C'est une matrice qui avance avec soi et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors, vous aimez les mots, vous aimez. Alors, ça, c'est très beau, c'est très poétique. Puis, des fois, on a des phrases qui viennent comme un couperet. Quand justement, elle dit à Jyoti, donc Anna dit à Jyoti que le mot maman, elle l'avait supprimé ou rayé, je ne sais plus comment vous dites, barré du dictionnaire. Là, on se prend un Oui, coup.
C'est violent quand même. Donc il y a ce Ouais. mélange qui est très bien dosé, avec ses respirations. Et puis il y a aussi un autre personnage dont je voudrais parler, qui est Paloma. Alors Paloma, c'est la concierge de l'immeuble de Paris. Et elle, Mm. pareil. Mais par contre, on a toujours l'impression que les concierges comme ça, mais vous redonnez une image, il est toujours, ces personnages secondaires sont très importants et deviennent presque un personnage clé de voûte, Oui, j'ai envie de dire, du roman. Ça ouais, aussi, ouais. c'est intéressé de mettre en lumière des personnages moins importants. Oui, bah, en fait, je m'intéresse aussi à ces personnages qui, en fait, ont une vue sur le monde. Quand on se met dans leur loge, on voit un monde différent parce que c'est un point de vue, une formidable lieu d'observation du monde. Et puis, les concierges, souvent, c'est un peu ces deuxièmes mamans vers lesquelles quand on revient de l'école, on voit les enfants, des fois, sont gardés chez la concierge quelques instants. C'est elle qui apporte le courrier. Donc, c'est aussi le passager des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, qui donne une harmonie aussi à un immeuble. Et Paloma, elle a beaucoup de secrets, mais elle a aussi un besoin d'amour. Et avec Anna, elle essaye de trouver cet amour filial qu'elle ne parvient pas à vivre. Enfin, je ne vais pas trop en dévoiler, mais Non. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que vos personnages secondaires, on a l'impression que c'est eux qui apprennent à Anna, qui lui mettent un éclairage. Surtout quand Jyoti lui dit n'aie pas honte de ce que tu es. Donc là, on est en pleine quête identitaire. Pareil, Paloma oui, approfondit les angles. On a l'impression que ces personnages mettent un focus et lui disent regarde, c'est ça en fait. Et ça, oui, je trouve ça extrêmement bien fait et bien écrit. Ouais. oui. Ah ben merci Nathalie, merci. Mais de toute façon, quand vous parliez tout à l'heure justement de s'autoriser à, je pense que ce roman m'a permis aussi de m'autoriser à faire parler des personnages auxquels je ne pensais pas au départ. Jyoti, Fabrizio, de montrer aussi leur complexité. Et c'est ça qui permet aussi à Anna, qui au départ a une vision un peu très, très, un peu, voilà, euh, elle manque de complexité, son regard n'est pas complètement tendre, et petit à petit, elle va s'ouvrir elle va apprendre à faire confiance, en fait, à ces personnages secondaires qu'elle jugeait dès le départ. Et alors en parallèle, il y a la vie de Walter Spitz. Et alors, il y a ce Oui, fameux fil rouge du tableau Le lac au miroir. ouais. Vous nous montrer, je crois que vous avez quelque chose à nous montrer par rapport au lac au Ouais, j'ai miroir. quelque chose à vous montrer. On peut pas le Alors, montrer, c'est, on n'a pas pu le scanner. Alors, il y a un petit reflet, mais voilà. Le tableau est-ce que n'existe vous le pas. voyez? On le voit, on le voit. Parce que si vous le mettez plus comme ça, il y a un reflet, mais là, on le voit. Donc, c'est ça qui a inspiré le tableau Lac au miroir, c'est ça? Voilà, c'est le tableau qu'on disait le chef-d'œuvre de Walter Spies, parce qu'il a la quintessence de son style. Et ce lac au miroir, alors le vrai nom du tableau, c'est Lake Escape, mais je l'ai appelé le lac au miroir parce que le miroir, voilà, c'est à la fois la traversée du miroir, c'est ces eaux calmes qui cachent en leur profondeur de grands troubles, de grands mouvements de l'âme, mais aussi des grands secrets de l'histoire. Et ce tableau, en fait, a été destiné à une riche américaine et a été soi-disant perdu dans le port du Havre dans les années 30. Et donc, ça a été un peu le tableau, le chef-d'œuvre perdu. C'est toujours un sujet romanesque formidable, en fait, un tableau perdu, parce que c'est un héritage qu'on ne retrouve pas. C'est une fascination pour ce tableau qui était sur les murs de la chambre d'Anna, mais ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et puis de savoir que c'était le chef-d'œuvre de Walter Spies, c'était aussi un tableau donc de valeur qui était apprécié par l'artiste. Ouais, il y a tout un mystère. Vous nous faites tout un mystère autour de ce tableau. Alors, on se pose des questions, c'est limite. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est. Alors, au départ, on se dit, est-ce que c'est celui-là, le tableau, le lac au miroir? Mais pas du tout. En fait, finalement, vous détaillez, vous nous donnez des petits indices. Mais ça, Oui, c'est bien vu parce qu'à aucun moment, vous nous surprenez tout le temps, en fait, dans ce roman. Même ouais. au moment de Dresde, où c'est quand même le plus grave, le passage le plus grave de votre livre, où alors il est question de spoliation d'œuvres d'art, et donc vous faites Mhm. une espèce de réparation. Ça aussi, c'était important pour vous d'inclure dans votre roman, dans ce premier roman, c'est pas facile, Ouais. cette thématique-là de la spoliation et de la réparation. Oui, c'était très important de l'intégrer parce que d'abord, je trouvais que ça donnait une dimension vraiment dramatique aussi au secret de famille. Et il fallait aussi ce moment très fort dans l'histoire pour qu'elle puisse comprendre qu'elle vivait avec un héritage qui ne lui était pas du tout destiné. Et cette thématique de la spoliation, bien sûr, c'est une thématique qui est très importante dans l'histoire de l'art du XXe siècle,
Aujourd'hui, voilà, les œuvres ne sont toujours pas… il y a toute une démarche qui est entreprise pour rendre ces œuvres spoliées. Et je trouvais que c'était important d'avoir l'autre versant, c'est-à-dire d'avoir une héroïne qui a un héritage qui ne lui revient absolument pas et qu'elle puisse réfléchir à une réparation bien après, à savoir est-ce qu'elle va rendre ou pas les œuvres. Voilà, c'était dans sa démarche de rédemption, c'était une étape importante. Ouais. C'était compliqué à intégrer dans l'histoire, ça, cette partie-là, ou d'une simplicité finalement qui Non, parfois est simple à faire. non, c'était difficile parce qu'en plus, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches pour qu'on puisse, que ce soit d'abord, que ça puisse être vrai, et ensuite que ça puisse aussi, voilà, s'inscrire aussi dans le présent d'Anna, à savoir 50 ans plus tard. Donc, Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce roman? J'imagine qu'il y a une grosse partie recherche et après une partie écriture. En gros, ça vous a pris combien de temps, ce premier roman? j'ai mis 6 ans pour l'écrire. 6 ans. Parce qu'en fait, tout l'enjeu de ce roman, c'était justement de rester sur une dimension fluide. Voilà, on traverse différentes villes, différents paysages, et qu'on reste à l'image des tableaux de Walter Spies, il y a à la fois beaucoup de légèreté, beaucoup de grâce, de la lumière, mais aussi une jungle inquiétante, un monde obscur qu'on devine à peine et qu'il faut essayer de découvrir et d'apprivoiser. Et ce roman, ça a été la même traversée pour moi, en fait. Et alors, justement, il faut savoir quand même quand on vous lit, que donc vous êtes assez exigeante avec vous-même, avec les mots, la façon dont ils sont posés. Est-ce que ça a été compliqué de travailler avec une éditrice qui vous a peut-être repris, vous a dit ça on coupe, ça on enlève? Est-ce qu'après 6 ans de maturation, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce que c'est compliqué à entendre? Parce que c'est votre premier roman, c'est votre bébé quelque part. Est-ce que ça a été Ouais. compliqué, ça, cette relation? Mais, Alors, vous avez une formidable éditrice, on va la citer, c'est Lise Chasteloup, qu'on ouais. apprécie particulièrement. Est-ce que ça a été compliqué, ça? Alors, je peux dire que ça a été en 2 étapes, parce que d'abord, j'ai un agent littéraire qui m'a aussi apporté des pistes justement sur la transformation du personnage. Et puis, avec Lise, j'ai eu aussi un formidable travail littéraire. C'est qu'en fait, elle avait la vision littéraire du livre. Au départ, par exemple, moi, j'avais fait beaucoup de chapitres avec des titres, et tout de suite, elle m'a dit non, il faut penser au plaisir de lecture, à l'enchaînement des chapitres pour donner en fait cette amplitude. Parce que moi, j'avais peut-être un besoin de me rassurer, de me dire à chaque étape, on identifie bien ce qui va se passer, je ne perds pas mon lecteur. Et elle, justement, elle a redonné par ses remarques cette fluidité aussi dans le travail. Donc, je pense qu'on était vachement complémentaires, en fait, sur le livre. Et puis, le fait qu'elle ait eu aussi un coup de cœur, ça aide beaucoup, ça donne beaucoup de confiance aussi dans le travail. Et franchement, ça a été un vrai plaisir pour moi de retravailler à partir de ces remarques, parce qu'en plus, j'avais laissé reposer le roman pendant 6 mois. Donc, le fait d'y revenir, j'avais la tête beaucoup plus fraîche. Et voilà, c'était… Et quand on voit le livre matérialisé après 6 ans de travail, ça fait quoi? On est serein, Ben, content, on a oh, peur, il se passe quoi? Est-ce qu'on a peur de la lecture de sa famille, à moins qu'il l'ait lu avant, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête-là? ce qui se passe, c'est un bouillonnement, beaucoup de trac, une sorte de… Je suis comme un lion en cage parce que j'ai envie d'avoir des retours. Et puis, c'est de la joie parce que le livre existe, il est beau. J'ai eu des retours formidables des lecteurs et des lectrices. Et franchement, merci à tous ceux qui m'ont écrit des petits mots. On se sent porté aussi par cette… c'est un peu une victoire quand même de publier un premier roman au bout de 6 ans. Et puis d'être là avec vous ce soir pour en parler, Nathalie, c'est quelque chose de jubilatoire, en fait. Alors moi, j'ai une petite question, vous y répondez ou vous n'y répondez pas. Moi, quand j'ai lu, j'ai noté le mot carapace, parce que j'ai l'impression qu'Anna, elle a une carapace. Est-ce que vous, derrière la carapace, vous n'êtes pas un peu comme Anna? Est-ce que ça ne serait pas votre point commun avec Anna, la carapace? Vous voulez y aller, vous avez bien raison. Eh bien oui, c'est vrai que j'ai un point commun avec Anna. Je pense qu'Anna, elle croit avoir vécu sa vie en fuyant sa mère. En fait, elle se rend compte qu'elle a une énorme carapace, que sont tous ses secrets de famille à transpercer. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai une carapace parce que je passe beaucoup par la fiction pour m'exprimer. Et que c'est aussi une carapace fait pas, qu'il faut aussi traverser. C'est, je pense, vous me donnez le trac là. Mais non.
On est entre nous, personne ne nous regarde. Il faut y aller. Ouais, ouais. Il y a une forme de pudeur de toute manière d'écrire un livre. Et puis, la fiction, elle permet aussi de s'évader et de faire parler peut-être de parler de soi sans. Mais c'est de la fiction, voilà. Donc là, maintenant, ça y est, il est sorti. Est-ce que vous soufflez ou est-ce qu'ils sont encore là? C'est pas parce que j'imagine que 6 ans de travail, c'est beaucoup. Alors, vous êtes Ouais. journaliste par ailleurs, donc j'imagine que vous écrivez toute la journée. Quoi, toute la journée, je m'entends. D'ailleurs, est-ce que votre travail de journaliste a influencé votre écriture en tant qu'autrice? Alors oui, ça m'a aidée, c'est-à-dire que j'ai mené des enquêtes pour une revue culturelle qui s'appelle Noto, de grandes enquêtes. Et je dois dire qu'en fait, ce qui aide, c'est la documentation. C'est-à-dire quand on est journaliste, souvent la matière est réelle, on est soit sur des témoignages vivants. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé d'être journaliste. Ça m'a permis justement de savoir traiter cette documentation. Après, il faut la transformer en matière littéraire, en fiction, en histoire, et puis enlever, je veux dire, l'aspect un peu parfois documentation ou un article, c'est pas un roman. Mais oui, bien sûr, ça m'a aidé. Ça a continué à faire œuvrer en moi la notion de construction, de fluidité, de me faire comprendre. Ça, c'était un souci qu'on ne vous comprenne pas, qu'on ne comprenne pas le fil rouge du livre. Oui, c'était une obsession. Parce qu'on est sur différentes périodes. Et puis, franchement, au départ, c'est vrai qu'elle est à l'aéroport. Après, on démarre tout de suite sur un flashback. Et j'ai 60 pages de flashback à Bali. Et après, il faut repartir. Et donc, je me disais, il faut absolument pas que je perde mon lecteur dans ce flashback, dans cet entremêlement de la vie de Walter Spitz. Donc, oui, c'était une obsession d'être toujours dans la tête d'Anna. J'ai envie de dire que ce petit voyage à Bali en début nous fait un bien fou parce qu'après, on est un peu tendu nous aussi. Hein. Vous avez par des chemins. Non, non, c'est particulièrement réussi. Hein. Là, vous ne nous perdez pas du tout. J'imagine que vous, ça a été compliqué dans votre cours. Mais on sent quand même que vous savez où vous allez. Oui. Nous, on ne sait pas du tout où on va. Ça, c'est sûr, en tant que lecteur. Ça, c'est bien. Donc, non, non, n'ayez pas peur, on comprend tout à fait, mais je comprends votre inquiétude aussi, puis c'est un premier roman. Est-ce que ça vous Oui. continuer quand même? Parce que vous avez fait le pas, vous avez sauté le pas. Est-ce que Ouais. ça vous a donné envie de continuer ou vous allez retourner vers le théâtre ou vous restez journal... On reste toujours journaliste, mais non, on va avoir un Non, deuxième. non. Oui, oui, j'ai envie de continuer. Alors après, j'ai pas encore de deuxième roman parce que voilà, Non, c'est bon. mais ouais, j'ai envie de continuer parce qu'en fait, c'est passionnant cette aventure de l'écriture. Et puis quand on est publié, on découvre une nouvelle jungle qui est la jungle du livre, du Moi, monde je dis du livre. l'aquarium. Moi, j'appelle ça l'aquarium. Vous dites la jungle, c'est pas mal la jungle, mais l'aquarium, c'est pas mal aussi. Hein. C'est la même connotation. Mais oui, 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 on fait le saut dans le grand bain, puis après on se dit j'y vais pas, j'ai une première expérience. Il faut dire que vous avez commencé par un premier roman qui va fort, c'est-à-dire des périodes différentes, la guerre, des Ouais, sujets doux. Vous n'avez pas fait le truc simple où on y va tranquille, hein. Mais c'est bon, vous avez fait votre baptême du feu, j'ai envie de dire, Odile. Vous pouvez tout écrire. Vous voyez? merci. Ouais, 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 Alors, ouais. alors j'imagine que vous êtes une lectrice, une grande lectrice. Vous, Oui. est-ce que vous avez arrêté de lire pendant que vous écriviez? Parce que je sais que les auteurs n'aiment pas lire pendant qu'ils sont en train d'écrire. Ou est-ce que ça ne vous dérangeait pas de lire Alors, j'ai lu beaucoup plus quand j'avais essayé la structure de mon livre et les 5 parties. Hein. C'est vrai que je lisais beaucoup pour me documenter, donc c'était pas forcément des romans. Et depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup lu parce que je voulais vraiment me remettre dans la lecture, redécouvrir le paysage littéraire contemporain, me renourrir à nouveau de lecture de grands classiques. Euh, voilà, j'avais vraiment besoin à nouveau de lire, quoi. Et cette jungle-là littéraire, elle vous fait peur? Il se passe quoi? Vous allez dire quelque chose et je vous ai coupé. Je suis désolée. C'est pour ça que Sur j'ai repris. la Ouais. jungle du livre, ben, j'ai l'impression que c'est un nouveau monde à découvrir, que c'est un monde voilà, qui est aussi ancien, avec des chasses gardées, des choses à découvrir, des auteurs aussi primo-romanciers comme moi que j'ai envie de rencontrer. Enfin voilà, c'est tout un monde nouveau, oui. Et je ne pensais pas que c'était à ce point-là un monde nouveau. Parce que quand on regarde la grande librairie, on découvre des auteurs, voilà,
on se dit, on ne s'imagine pas à leur place. Et puis un jour, d'être dans une émission comme la vôtre, par exemple, Nathalie, ça y est, c'est moi l'autrice, c'est moi l'écrivaine, c'est moi la romancière qui parle d'écriture. Et ça, c'est une autre étape. Vous avez changé de statut, donc, quelque part. Oui, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, ouais, c'est une autre étape. Ouais. Vous avez l'impression d'être plus légitime? En tout cas, la publication d'un roman donne une légitimité à un travail d'écriture de longue haleine. Je pense que il y a toujours la question de qu'est-ce qui fait l'écrivain. Est-ce que c'est celui qui écrit tous les jours ou est-ce que c'est celui qui est publié par une maison d'édition qui l'a reconnu? Ce sont des grandes questions, ça. Vous savez qu'on n'est pas au sujet du bac, Odile, c'est pas encore. Là. Est-ce que vous êtes comme votre héroïne? Vous avez le sentiment d'avoir accompli un pèlerinage dans l'imaginaire. Alors elle va dans l'imaginaire de son enfance. Est-ce que vous avez, à travers ce roman, fait un pèlerinage dans l'imaginaire? Ouais, j'ai fait un pèlerinage dans l'imaginaire et j'ai l'impression d'avoir vécu avec des personnages qu'il était très difficile de quitter. J'avais envie de rester souvent avec mes personnages, c'était le lieu du refuge. Est-ce qu'il y en a un qui vous a posé un problème, qui vous a agacé, qui vous hante encore? Le personnage de Paloma m'a parfois agacée. Voilà, parce que justement, la petite musique, le cliquetis des reproches. Ouais, mais on a tous besoin d'avoir une concierge, j'ai envie de dire, quelque part dans son entourage, ça sert toujours parce que elle est bienveillante quand même, Paloma. Ouais. Mais c'est aussi la concierge du cœur. C'est aussi la concierge du cœur qui nous réveille nos petites, qui nous réveille, voilà, les petites actions qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas faites, ou les petits regrets. Moi, j'ai envie de dire que Paloma, en fait, elle a les clés de ce roman. Est-ce que vous êtes Oui, d'accord avec ça? C'est elle qui nous oui, donne ouais, complètement. Et on ne s'attend ouais, pas à ouais. ce que ce soit elle, finalement, qui est la clé. Non, non, non. Donc, vos personnages sont très bien positionnés. Donc, je ne Ah, comprends pas pourquoi vous ne l'aimez pas, cette Paloma. Parce que franchement, moi j'ai beaucoup aimé Paloma. mais Paloma, j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai pas dit que je l'aimais pas, Nathalie. J'ai dit qu'en fait, elle m'a posé le plus de problèmes. J'ai eu des cas de conscience avec Paloma. Voilà. par rapport au langage aussi, parce qu'ils ont des langages différents, vos personnages. Oui. Puis, donc, il y a deux époques différentes, donc on ne parle pas de la même manière. Ça aussi, ça a été un travail compliqué de basculer de l'un à l'autre, ou pas du tout? Non, ça n'a pas été. Disons qu'en fait, vous parlez par exemple des parties sur Walter Spieß, Ouais. où, oui, voilà. En fait, pour moi, il y avait deux mouvements que je voulais donner. Il y avait la quête d'Anna, qui était une forme d'agitation du cœur, et la langue de Walter Spieß, plus contemplative, plus dans le présent du peintre. Et donc, pour moi, ça permettait de mettre en perspective mes savoir-faire, parce que c'est peut-être, voilà, une synthèse de beaucoup de savoir-faire, ce roman, à la fois une dimension poétique, contemplative, et puis une dimension d'action par l'enquête que mène Anna, et puis ses altermoiements, ses allers-retours avec elle-même, avec les autres, qu'on retrouve moins chez Walter Spieß, qui est beaucoup plus dans la contemplation du paysage balinais et des questions existentielles autour de l'art. Mais lui, c'est un artiste, un photographe. Oui, Il prend des instantanés, donc c'est-à-dire qu'il le reproduit. Donc lui, il est dans son monde. C'est un peu normal, j'ai envie de dire, non? oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais il était aussi ethnologue, il était aussi musicien, il a une vie incroyable. Riche, hein, ouais. Donc, il est question d'un musée dans votre roman qui est à Bali. Est-ce que ce musée existe vraiment? Est-ce que les œuvres de Oui, Walt Disney sont vraiment? alors oui, ce musée existe vraiment. Et je crois qu'il s'appelle le musée Arma. C'est un musée qui présente la peinture moderne des peintres balinais et européens des années 1930. Et parce que Walter Spieß a développé tout un mouvement pictural avec les peintres balinais. Et voilà, ça a développé le mouvement Pitamaha. Voilà. D'accord. Et Mm. est-ce que vous avez envoyé votre roman là-bas au musée? Parce que ce serait intéressant de leur envoyer Ah votre non, roman. je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé, c'est vrai, ça serait intéressant. Ouais. Bonne idée. Est-ce que ça vous a donné envie de retourner à Bali ou pas du tout? Oui, oui, ça m'a envie d'y retourner, mais peut-être pas dans les mêmes conditions que j'y suis allée la première fois parce que j'étais allée en mode routard. Donc, Oui, à la mer. si j'y retourne avec peut-être un peu plus de confort.
Voilà. Vous y retournez, prenez votre livre et je vous suggère d'aller le déposer dans le musée. Vous le posez, vous le donnez. Il y a des auteurs qui font ça, qui laissent des livres Oui, dans les trains, dans les aéroports. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'aller laisser votre roman. Ils seront contents ouais, d'avoir votre vision du pays. Parce que oui, même si vous décrivez à travers les yeux de Walter, c'est votre vision à vous aussi. oui, oui. C'est intéressant d'avoir cette vision-là qui n'est peut-être pas du tout Mm, la même que celle que Walter aurait, d'ailleurs. mm. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Bali a aussi beaucoup changé depuis les années 30. Euh, à l'époque, c'était un paradis perdu. Aujourd'hui, c'est un paradis touristique. Et il y a encore des zones très sauvages, mais je pense que le Bali a énormément évolué. Voilà, quand on parle de Bali, on est en Oui, duplex. j'y suis en fait. Je vous parle de Bali. C'est très rigolo ce que vous dites parce que vous dites que ça a beaucoup évolué depuis les années 30. On a l'impression que vous étiez dans les années 30. Ouais. Du coup, ça ne cadre pas avec votre jeunesse. Elle est intemporelle, Odile. Voilà. C'est Ah, ça. Alors, merci. il y a pas mal de questions qui se posent, évidemment, parce qu'un premier roman, c'est toujours fascinant. Ce que vous décrivez comme fascination, comme on appelle ça, comme légitimité, est-ce qu'il y a un moment où pendant ces 6 ans, parce que d'abord, j'imagine que pendant ces 6 ans, vous n'aviez pas encore signé avec Non. un auteur. Combien de temps avez-vous travaillé seul? Ben, j'ai travaillé 6 ans. 6 ans seul, Voilà, 6 ans, ouais. Mm. d'accord. Et là, vous ne saviez pas où ce serait publié ou si ça serait publié, Non, je ne savais pas, non. d'accord. Et comment vous avez fait la démarche? Alors j'ai fait la démarche parce qu'à un moment donné, bon, je me suis fait relire, etc., par des amis. J'ai retravaillé beaucoup mon livre avant de le proposer. Et puis, donc j'ai envoyé à Isabelle Lafont. En fait, je l'avais rencontrée il y a 20 ans, pour vous dire que ça fait longtemps que j'écris. J'avais envoyé un premier manuscrit et qui n'avait pas convaincu. Et puis à chaque fois, je renvoyais un manuscrit. Et puis là, j'allais l'envoyer à sa maison d'édition et on m'a expliqué qu'elle était agent littéraire. Donc je lui ai envoyé en me rappelant à son bon souvenir. Et elle a lu mon roman et ça lui a plu. Et cette fois, elle m'a dit, OK, je veux bien vous représenter. Donc ça, c'était une première grande étape. Hmm. Elle m'a fait retravailler un peu. Et puis après, elle l'a proposé chez Viviane Ami. Et Lise Chasteloup, mon éditrice, a eu un coup de cœur pour ce roman. Et donc, ça s'est fait de manière assez harmonieuse, je dois dire. Il y avait comme un alignement des planètes. Mais je dois dire qu'avant, j'avais quand même 20 ans Oui, bien sûr. Les choses arrivent à un moment aussi où peut-être on est prêt Enfin, peut-être j'étais prête aussi pour Oui. Mais ces 20 cette ans publication. s'entendent quand vous dites Lise Lachtasselou, mon éditrice, comme une sorte de. C'est une relation très particulière, cette relation très forte de l'éditeur ou de l'éditrice à son auteur. Oui, parce qu'en fait, quelque part, elle m'a ouvert la porte de sa maison. C'est une maison d'édition qui a été fondée par Viviane Ami, qui a eu un courage formidable de créer cette maison dans les années 90. C'est une femme. Et puis, Lise est maintenant la directrice éditoriale et elle a le courage d'investir aussi sur des premiers romans. Donc, pour moi, c'est vraiment une aventure aussi qui se vit avec l'équipe éditoriale, avec mon agent, avec Lise. Effectivement, c'est fort parce que On rappelle que Viviane Ami a publié L'Art de la joie, Fred Vargas, La Porte, un merveilleux roman. Enfin, voilà, Alexis Ragoulio qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. absolument. voilà, Voilà. Et lundi, on reçoit votre consoeur Céline Laperto. voilà. Et alors, donc, il y a Anna, ou Anne, je ne sais plus, mais c'est une question qui est assez intéressante. Euh, comment vous voyez aujourd'hui ces personnages? Est-ce que vous les voyez de la même façon? Est-ce qu'ils vous ont changé, vous? Ou est-ce qu'ils ont changé votre façon de les regarder? Bah, je pense que c'est effectivement c'est un dialogue. Oui, ils m'ont changé ces personnages parce que souvent ils avaient soit un pas d'avance sur moi. Quand j'écris sur Jyoti et qu'il me dit mais profite de la vie, n'aie pas honte de qui tu es, oui, bah, ça m'interpelle en tant qu'écrivain, ça interpelle ma narratrice et forcément je me dis bah tiens, elle le dit à Anna, donc
prenons-en de la graine. Et je pense que c'est un dialogue qui s'est fait parce qu'il y a la création des personnages. Ces personnages, à un moment donné, vous échappent, veulent vivre leur vie. Vous courez derrière. Et parfois, c'est une relation comme ça, faire et faisant se faire. On chemine avec eux. Ça peut paraître un peu mystique, mais c'est vrai que les personnages nous transforment autant que j'espère les avoir aussi transformés sur leur route. Alors Céline voudrait savoir si vous avez résolu le problème. Est-ce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit tous les jours, et est-ce que c'est quelqu'un qui est publié? Parce que maintenant, vous avez fait les deux. Je sais pas, je pense que oui, c'est les deux, parce qu'il y a tellement d'écrivains magnifiques qui ne sont pas publiés, dont on découvre après les manuscrits. Mais Ceux en qui tout sont cas, publiés peuvent écrire tous les jours aussi, d'ailleurs, hein. exactement. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui est dans une pratique régulière de l'écriture, qui a une intimité avec les mots, avec le langage, avec la littérature aussi, l'histoire de la littérature. Est-ce que vous voyez différemment les livres maintenant que vous avez publié? Votre lecture est-elle différente? Ouais, ma lecture est différente, ouais. Je regarde plus un livre de la même manière parce que je pense que j'ai d'abord plus d'empathie pour l'auteur, et je pense que je vais plus chercher à essayer de me dire tiens, comment il a fait, alors qu'avant je pense que je recevais plus l'histoire. Aujourd'hui, je suis peut-être plus dans une démarche aussi de savoir-faire et d'essayer Plus de trouver d'empathie, ça aussi. veut dire, vous allez lire l'histoire, vous allez dire: «Oh, avant vous auriez dit c'est nul», et maintenant vous dites: «Oh, il y a du boulot quand même». Oui. Ça ressemble à ça, plus d'empathie, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Alors, il y a une habituée qui est là tout le temps, toujours, la fidèle, et qui nous demande et qui vous demande: avez-vous voulu donner un côté thriller à votre ouvrage pour aiguiser la curiosité du lecteur? Alors, j'avais pas forcément l'envie de donner un côté thriller, mais j'avais envie de donner une dimension d'enquête, parce que moi-même, j'ai été dans une enquête, parce que je suis allée à Dresde aussi. Bien sûr. Et quand je suis allée à Dresde, franchement, à chaque fois, j'avais des morceaux de puzzle qui arrivaient et qui me permettaient d'avancer aussi dans mon histoire. Donc, j'ai pas voulu faire un thriller avec un méchant qui va essayer de poursuivre l'héroïne, ou une peur qui peut jaillir, je sais pas, mais plus en fait une sorte de révélation sur une histoire passée. Donc effectivement, ça c'est ce que j'ai voulu faire, mais en même temps, je l'ai aussi vécu à travers Anna, quoi. Mmh. Quand elle est en enquête à Dresde et qu'elle va dans ces endroits, vous avez fait ce parcours aussi? Ouais, exactement, ouais. Je suis allée à Elro, la cité jardin, et d'ailleurs j'ai une carte justement de la salle de spectacle d'Elro. C'est une des salles de spectacle qui a été construite comme un temple de l'art, pour revenir à l'importance de la création, mais il y avait des cités jardins qui étaient construites en réaction contre le développement des villes urbaines au début du XXe siècle. Et donc Elro est la première cité jardin d'Allemagne. Et là-bas, toute l'avant-garde artistique s'y est rendue. Et ce temple a été construit, c'est une des premières, enfin c'est une salle de spectacle, j'appelle ça temple, on peut encore la visiter, et c'est une salle qui en fait a complètement rénové toute la vision scénographique du théâtre, parce qu'elle était modulable. D'accord. Vous parlez allemand? Pas du tout, pas du tout. J'ai appris l'allemand, mais je parle vraiment très très mal allemand. D'accord. Et puis, vous savez, sur YouTube, on trouve aussi plein de trucs, hein. Par Bien exemple, sûr. il y a des personnes qui filment des lignes de métro, de bus. Donc, j'ai regardé beaucoup pendant des heures entières des lignes de bus de Dresde à Elro. Puis après, je les ai faites en vrai. Mais voilà, je C'est un faisais métier l'aller-retour. passionnant. C'est un métier passionnant. Ça donne pas envie, hein, les lignes de métro sur YouTube. On passe un temps infini à faire des trucs incroyables. Quand on regarde le temps passer sur les choses, on ne s'étonne plus que ça dure 6 ans. Et alors, du coup, est-ce que votre prochain livre, nous demande-t-on, est-il en cours d'écriture ou pas? Alors, je suis sur une réflexion, on va dire. Je suis sur une réflexion. Ouais. D'accord. Des personnages ou plutôt une réflexion sur un thème? Une réflexion sur un thème. D'accord. Mm. Parce qu'il y a ceux qui reçoivent des personnages, et puis il y a ceux Ouais. qui ont envie d'écrire sur un thème. Et c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même façon d'écrire, et parfois les deux existent pour le même écrivain, en fait. Oui.
Là, il y a des thèmes qui m'intéressent, ouais. Votre coup de cœur, celui qui vous a... Quel serait le livre dont vous pourriez dire que vous avez eu envie d'écrire en le lisant? Alors, c'est un classique. Alors, j'ai prévu 2 coups de cœur, mais c'est vrai que là, c'est un classique que je trouve extraordinaire. C'est 93 de Victor Hugo. C'est son dernier roman et c'est un roman qui vraiment pose la question de qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour son idéal. Et Victor Hugo a ce talent immense de toujours mettre les humains dans des situations extrêmes, enfin, les hommes et les femmes dans des situations extrêmes. Au-delà de la noirceur humaine, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, même si l'issue c'est la mort, c'est la capacité à l'homme ou une femme de pouvoir faire le choix de la liberté. Et dans 93, vraiment, pour moi, c'est la quintessence de la littérature. Alors, ce n'était pas forcément votre coup de cœur que je vous demandais, mais bon. Qu'est-ce que Hugo dirait à John Truby s'il le rencontrait? Alors, je précise quand même que John Truby est un monsieur qui fait plein de stages pour former les scénaristes à l'américaine en vous disant et si vous faites ça, comme ça et comme ça, là, vous allez faire un best-seller. Ce que personne ne sait faire, évidemment, sans aucune recette. Hein. Et puis souvent, ces analyses viennent une fois que les best-sellers ont été écrits, donc c'est toujours plus facile après. Je pense qu'Hugo lui dirait, écoute, John, tu as bien compris qu'il y avait une dialectique chez les personnages, mais ça ne suffit pas pour faire un bon roman. Un bon roman, c'est d'abord l'amour des mots, l'amour de la littérature, et croire que la poésie peut sauver le monde, ce qu'on n'a pas dans les recettes de scénario. Mmh. En tout cas, il y a une chose qui, quand on lit votre livre, et je le précise parce que c'est quand même un premier roman, il sonne très juste. Et vous n'avez pas choisi la facilité parce que manier tous ces flashbacks, etc., et faire des recherches historiques sur quelqu'un, ça peut vite faire fabriquer. Vous savez, quand on fait plein de recherches, on veut le montrer. Alors, voilà. Et puis à la fin, c'est ces livres qu'on lit en disant tiens, elle a fait plein de recherches sur le peintre, là, et avec 50 pages de moins, ça serait bien. Mais là, ça sonne vraiment juste. C'est vraiment agréable parce que on ne pense pas à vos recherches, en fait. On pense à l'enquête de la fille qui est là et qui vous dit machin, mais enfin, cette mère, je la connais mal, etc. Donc, on est plus dans son émotion et dans son enquête liée à son émotion que dans votre enquête à vous. Et ça, c'est vraiment bien réussi, quoi. Merci Frédéric. Voilà. Bon, Nathalie, je te laisse. Moi, je vais dire 2 choses. Déjà, Odile nous prouve qu'il faut persévérer quand on a écrit un roman, il faut l'envoyer, même si on a été refusé, il faut le continuer. Et deuxième chose, c'est que pour quelqu'un qui vient du théâtre, elle ose s'habiller en vert ce soir, donc ça ne porte pas du tout malheur. Voilà. Exactement, absolument. Mais c'est peut-être justement pour faire la différence avec le théâtre. Oui. Bon, je voudrais signaler quand même que ce livre, il a été remarqué par la première sélection du prix des romancières, qui est issue de la foire de la ville de Saint-Louis, et qui est générée plutôt par la foire du livre de Saint-Louis, et aussi parmi les 10 coups de cœur de notre partenaire qui est lecteur.com, 10 coups de cœur de lecteurs. Donc, je vous engage aussi à aller voir les avis de lecteurs sur justement lecteur.com. Donc là, on va passer, alors vous avez donné un premier coup de cœur, je voudrais avoir le deuxième, et je vais vous montrer, parce que j'ai la chance d'avoir le visuel, je vais le montrer. Ah oui. En fait, je vais vous montrer le visuel d'un livre que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup cet auteur, Gilles Seban, parce que c'est un auteur très audacieux dans le paysage littéraire contemporain. Il ose triturer l'ambiguïté du désir et transformer les formes littéraires. Et dans ce livre, en fait, il s'interroge sur le suicide raté de Jean Genet, parce que c'est une partie de la biographie de Jean Genet qu'on ne connaît pas bien, c'est qu'il a tenté de se suicider dans cette ville italienne, à Domodossola. Et donc, Gilles Seban enquête sur les raisons de ce suicide et quelque part, il met en perspective aussi son propre parcours, enfin le narrateur met en perspective son propre parcours d'auteur sur la rupture amoureuse, sur le désir, mais aussi sur l'écriture. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il met en scène un personnage, Jean Genet, qui est connu, et qu'il le mette dans un livre. C'est toujours inspirant aussi, puisque moi, j'ai mis en scène un peintre, Walter Spies, voilà. En tout cas, c'est un très beau roman. Et il dit une phrase qui, pour moi, est aussi l'essence de la littérature. Il dit, Gilles Seban, c'est toujours la même vérité en creux, à peine une trace de quelque chose qui aurait eu lieu
n'aurait pas eu lieu. Voilà, sur la notion d'événement, de lieu, de non-lieu. Cette zone comme ça où la création peut jaillir, la lumière peut arriver, l'écriture aussi peut se délier. Bien, je trouve que c'est ça pour moi, la littérature. Enfin, c'est ce à quoi j'essaye, ce vers quoi j'essaye d'aller. C'est déjà pas mal. Moi, mon coup de cœur, il est là. Le voilà, je vous le remonte. C'est Le Lac au miroir, donc de Odile Lefranc. Retenez bien ce nom, parce que je pense qu'on le retrouvera peut-être dans 3 ans, peut-être un peu avant, je ne sais pas. Donc là, c'est sorti aux éditions Viviane Ami, qu'on remercie aussi de nous avoir permis de faire cette rencontre. Nous, on se retrouvera lundi avec votre consoeur Céline Laperto, qui est aussi chez Viviane Ami pour le livre Les chemins d'exil et de lumière. Odile, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre premier roman. Et quel premier roman, comme l'a dit Frédéric, d'une justesse incroyable. Voilà, belle vie, bon courage pour la suite et puis à bientôt, j'espère. À bientôt et merci à vous deux et merci à tous. Merci Nathalie, merci Frédéric. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.